Il y avait cette parabole là bas dans le mur. Non, juste je pose une question, c'est pas est-ce que le gouvernement rend compte? Est-ce que le gouvernement écoute? Est-ce que le gouvernement écoute? Pourquoi? Et là, c'est parce que tout a été dit, tout a été dit. Parce que ce qu'on a discuté maintenant a été dit avant le rapport. Le rapport a fait raviver la discussion sur la question où va l'économie. Au lieu de le prendre comme il a été dit par Serbel ou si ou tout cela, calmement, dépassionner le débat, voir ce qui n'a pas marché, voir qu'est-ce qu'il faut faire réellement, parce que le rapport est déjà publié. C'est clair, et c'est un signal pour les investisseurs. Au lieu de le prendre avec beaucoup de prudence, avec beaucoup d'humilité, de dire on va revoir, c'est une occasion, une excellente occasion pour revoir ce qui n'a pas marché. Au lieu de voir l'implication de ça sur l'avenir de notre pays, alors on a continué à deux choses. D'abord, ça c'est pas important, et puis accuser les autres. Ça c'est toujours le débat qui revient, et c'est malsain. Ceci est malsain. Je rejoins aussi que les questions techniques sont des questions importantes. Mais je crois que ce que vit la Tunisie actuellement est beaucoup plus une question politique. Elle est politique. Les problèmes économiques, les politiques macroéconomiques et les marchés et tout cela sont importants. Personne ne les ignore, mais je crois que le débat est beaucoup plus politique. Et là, je pose une question. Réellement, peut-on parler, dans les conditions actuelles, d'investissement, de croissance, de compétitivité? Ça, c'est absent dans le discours. C'est absent. Quand le gouvernement, le gouvernement d'abord en premier lieu, et les autres partis, sont entrés pleinement dans la campagne électorale. Est-ce que réellement on peut solutionner le débat et trouver des solutions pour ce pays-là? On va mal, ça ne marche pas et ça ne peut pas marcher. Et probablement, je ne dis pas on va dans le mur, mais probablement. Il faut dépassionner le débat. Il faut le prendre avec beaucoup de précaution. Il faut unir les gens. Il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Et on est des Tunisiens et de toute façon, une société homogène, il y a énormément de choses qui nous unissent. Et au lieu de prendre la main dans la main pour résoudre nos problèmes, parce que les difficultés sont énormes, alors on commence à accuser les uns et les autres et ainsi de suite. Ceci ne va nulle part. On reste quand même très optimiste. On est en train de perdre du temps. Mais la Tunisie a les potentialités pour pouvoir sortir. Moi, je pense qu'on est en train de perdre du temps. C'est-à-dire que moi, je repose la question autrement. Je salue effectivement rassembler les Tunisiens, je le reconnais là. Mais la question que je vous pose, est-ce que, tout à l'heure, Safir disait, bien évidemment, il est difficile de spéculer, prévoir ce que sera effectivement de croissance, 4,5 points. Mais est-ce que cette tendance peut pas se confirmer? Est-ce que finalement, on sera dans les clous, pareil, on sera dans les prévisions, les 3 points de croissance, est-ce qu'on le fera? Non, moi je ne me pose pas de problème en termes de taux de croissance. Moi, ces termes-là, le problème de la Tunisie actuellement, ce n'est pas, c'est à la limite devient de la prévision. On a un modèle qui peut nous prévoir exactement de... Non. Je crois qu'on est mal géré. On est mal géré. C'est tout. Et dans ces conditions-là, on n'a pas cette capacité de nous conduire vers d'autres. Si on continue avec cet entêtement, si on continue à ne pas écouter les gens, à ne pas écouter les forces vives, à ne pas écouter les acteurs véritables, les entreprises et les entrepreneurs. Là, j'ai le président des économistes tunisiens, j'ai le président de l'association des économistes tunisiens. Est-ce que vous estimez tous que finalement ce gouvernement n'a pas une capacité d'écoute? Est-ce qu'il vous écoute pas? Ça n'a pas été donné, c'est d'offrir plus de canal le gouvernement. Vous-même n'avez pas été reçu par ce gouvernement. Témoigne bien.
Je pense qu'il y a un Non, élément aujourd'hui. juste peut-être. Non, il écoute une partie. Il n'écoute pas l'autre. Non, mais ça c'est clair. Mais dans tous les cas, nous n'attendons pas. Sur les questions techniques. Non, c'est une association d'économistes et d'ailleurs nous avons un grand forum où ça commence demain. J'aurais dû être là-bas maintenant. Tu sais que je t'aime bien, Hedi. Je suis venu pour ça. Mais en principe, nous on ne politise pas. On essaie de sortir de ces débats politiques parce que ça ne travaille pas. Réellement, ça ne sert pas le pays. Donc, on n'est pas impliqué directement dans ces affaires politiques. Parce que nous estimons que ce n'est pas notre rôle. Moi, juste avant l'annonce, quel gouvernement ça va venir rappeler le débat sur ce qui attendait effectivement entrer le gouvernement. Et puis, je me rappelle l'époque de Roger Goudiard. Il disait que compte tenu de l'inexpérience du gouvernement, il serait bon qu'il s'entoure une sorte de conseil d'analyse économique, donc une sorte de think tank. Et je pense qu'effectivement, l'idée avait fait son chemin. C'est que côté effectivement gouvernement, ils en ont beaucoup parlé. Hein? Non, le conseil des économistes, c'est autre chose. Je pense qu'on était consulté à ce titre au cercle des économistes pour essayer de préparer un texte dans ce sens et je pense qu'il va dans ce sens. Moi, je voudrais dire quelque chose peut-être un peu général. C'est assez difficile de juger de la compétence d'un gouvernement. Moi, lorsque l'occasion m'est venue, je disais toujours qu'on a des problèmes beaucoup plus de l'administration que du gouvernement. On a des problèmes. Par exemple, moi, je sais très bien que la gestion de la politique macroéconomique, on a des défaillances au niveau de l'administration, y compris la Banque centrale. Je le dis, y compris la Banque centrale. Donc, ce problème-là de compétence du gouvernement, de son non-compétence, je regarde par exemple Hollande, lorsqu'il a mis son ministère, son gouvernement, il n'y a aucun ancien gouvernement à part Fabius. Tout si c'était nouveau. Vous n'allez pas me dire parce qu'il est de l'ENA, de je ne sais pas quoi, qu'il est... Par exemple, non, toute chose égale par ailleurs. Toute chose égale par ailleurs, ça ne voudrait pas dire que pour être compétent, peut-être ministre d'abord. Personne n'est je pense que. Laisse-moi confirmer ce que vous disiez. Le premier gouvernement de François Mitterrand en 1981, il n'y avait aucun ancien ministre. Et ça a été l'un des meilleurs finalement gouvernements de la France et du connaître. Personnellement, je pense que l'enjeu de l'incompétence d'un gouvernement, de son incompétence, relève beaucoup plus du politique plutôt que de la technique. C'est parce qu'il y a des ministres qui sont techniciens dans leur domaine. Ils n'ont pas remis en cause la compétence, ils ont parlé d'inexpérience. Non, mais ça, c'est quelque chose de. Donc, l'expérience, ça s'apprend. Je veux dire quelque chose qui est. Je pense que très important, personnellement, et je pense que Nourdi, et même tout ça, je pense que ceux qui sont dans le domaine économique, nous, au moins, je connais beaucoup d'économistes qui ont été associés à l'élaboration du budget. Des économistes tunisiens, c'est pas même des sources. Le gouvernement avait fait appel dans ce domaine, je veux dire qu'on s'est même amusé à faire des stress tests, à faire sortir toute la batterie des économistes pour montrer qu'on fait ça, on ne fait pas ça. Donc je pense que, ça, vous l'avez dit, je crois, s'il y avait quelqu'un qui l'avait dit qu'il faut utiliser les compétences tunisiennes, c'est vous, non? Il n'y a pas de honte à ce qu'un gouvernement fait appel à des compétences dans ce domaine. Et même étrangères. Non, ça ne me dérange pas non plus. Oui, mais je pense c'est complexe. Mais je pense qu'il y a un élément qui est très important qui est passé à travers le filet dans l'impact de la notation à S&P. Je crois qu'il y a un élément très important. Reprenons les éléments qui ont été faits par S&P comme rationnels. Derrière la rationalité, derrière la dégradation, il y avait l'élément de la croissance. Il y avait l'élément de l'écriture de la Constitution et les élections. Supposons que d'ici là, 13 mars, on aura une constitution. On aura des élections qui vont donner un autre gouvernement pour 5 ans probablement et qu'on fera un taux de croissance de 3,2%. Est-ce que cela va changer
la notation, par exemple, de Fitch, qui vont le revoir en mars prochain. Je pense que c'est ça, les enjeux sont à ce niveau-là. Je pense que la leçon à prendre de la notation, c'est de voir les raisons qui ont conduit à la dégradation. Parce qu'au fait, c'est comme si une notation d'un professeur pour la copie d'un élève. Voilà, je vous donne cette note parce que vous avez fait tel. Mais, et c'est là que peut-être que je tourne à Mouaz, il y a un élément très important dans la dégradation, c'est l'élément du secteur bancaire. Qui d'ailleurs, après 3 ou 4 jours, je crois c'était le 29, et le jour même où le gouverneur était en train de prendre le prix de meilleur banquier central, on est en train de dégrader les banques. Les banques non, les autres, même c'est minable. C'est dites cela avec un sourire. Non, c'est un peu dur. Non, parce que ça jamais. Non, parce que je pense que dans les annales, ça n'a jamais été arrivé comme quelqu'un qui peut-être j'ai un peu de réserve par rapport à la politique monétaire parce que j'ai de l'amitié au gouverneur, donc toujours je me retiens pour critiquer la politique monétaire. Mais je pense que dans les annales, on n'a pas vu un gouverneur prendre le prix alors que son pays est dégradé et le jour même, les banques de son gouvernement, de son pays sont dégradées. Je pense que ça c'est. Mais je pense que c'est très important. C'est un grand chantier. C'est un grand chantier auquel il faut la S&P en parle, Fitch en parle, il faut qu'on s'attaque. Et je pense que ce chantier peut conduire à des risques très importants, même pour le budget du gouvernement. Parce que les problèmes qui sont pour l'SCP ou pour la BH, à moindre mesure ou autre, c'est un problème de capitalisation. Et la capitalisation pose un problème du budget de l'État, parce que ce sont des flux qui créent de la dette. Donc je crois que le grand chantier qui reste à faire, qui est très important, c'est le chantier de la réforme du secteur bancaire et l'assainissement du secteur bancaire. Je crois que ça, c'est un grand chantier. En 2 mots, il y a cela, mais il y a aussi le fait effectivement qu'on est sûr, maintenant, tu as des dégradés, des joies accusables, pour des déboires, aussi effectivement, c'est l'ironie, là, c'est l'ironie. Vous direz que c'est le bancaire, peut-être. Si on fait le lien avec la réaction de la dégradation, il n'y a pas d'ironie. Si on fait le lien avec la réaction de Jebel sur la dégradation, sur le prix de la Banque centrale, je pense que la réaction d'Ophir va dans le même sens. Donc, dire, c'est pas vraiment un prix. Il y a un certain doute. Voilà. Sur le prix lui-même. Oui, sur le prix. On discutait. Non, je crois que c'est pas ça le problème. Ce que je vois comme si ça marche partout. Donc les réformes se sont très bien engagées au niveau de la justice, au niveau de la presse, au niveau dans tous les chantiers. Et ce qui reste, c'est le secteur bancaire. Si on a bien réglé le secteur bancaire, certainement on va avoir notre triple A. C'est ça en fin de compte. C'est le raisonnement. On a eu 10 ans pour être triple B. Non, voilà, donc pour rester sérieux, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que le secteur bancaire ne peut pas être lui, c'est-à-dire le seul facteur déterminant ou qui explique plutôt la dégradation. Alors, on l'a vu dans l'exemple turc, c'est-à-dire le secteur bancaire, il est de loin le dépasse. Pourtant, la Turquie a la 2P. On a vu dans le cas de l'Égypte, c'est. Ils nous ont pas prêté 500 millions Donc, non, mais c'est-à-dire, c'est pas le problème, mais on l'a vu dans l'histoire des notations. Donc, chaque fois qu'il y a une dégradation de note souveraine en Europe, c'est-à-dire pour le cas de la France, pour le cas de l'Espagne, etc., c'est toujours suivi par la dégradation du secteur bancaire. Donc, il faut s'attendre. Donc, toujours, on a cette interaction entre la dette et le secteur bancaire, l'état du secteur bancaire est une des raisons qui explique la mauvaise notation de la Tunisie. Pourquoi? Parce que le niveau de couverture des risques des banques tunisiennes, tant par les provisions que par leur capital, est nettement insuffisant. Il va donc falloir un moment, et ça, comme le disait va impacter forcément le budget de l'État. Donc, en fait, dans tout ce débat et cette guerre froide, entre
entre le gouverneur de la Banque centrale et le chef du gouvernement, finalement, beaucoup de problèmes sont très mal posés. D'abord, la mission de la Banque centrale qui est effectivement de lutter contre l'inflation à travers sa politique monétaire. Rappelons quand même qu'elle n'est pas la seule à lutter contre l'inflation, que l'État, à travers les subventions, a un rôle déterminant dans la maîtrise de l'inflation. En revanche, de l'autre côté, ce qui est la mission exclusive de la Banque centrale, qui est la régulation et la supervision du système bancaire, là-dessus, toutes les agences de notation sont d'accord pour dire que d'énormes efforts sont à faire et ils n'ont pas été faits. Juste un mot, parce que je croyais qu'il faut quand même qu'on ait un suivi. On a dit ici même, il y a quasiment presque une année, et si on reprend, vous allez voir dans la reprise, dans le journal ou dans le site, et sans attendre la notation de la CPI ou de quiconque, que la réforme du système bancaire, que le système bancaire tunisien faisait partie des problèmes et non pas de la solution. Et qu'on avait justement estimé, parce que nous on avait fait une étude à ce niveau, à plus de 2000 millions de dinars d'intervention de l'État si on voulait réformer, pas tout à fait en profondeur, mais réformer durablement le système, et que l'État allait, le gouvernement principalement, se retrouver dans une situation quasiment, puisqu'on est dans un jeu à somme nulle, où il va affecter des ressources additionnelles pour sauver, pour assainir le système bancaire, lesquelles ressources devaient être destinées pour financer l'investissement productif, et qu'il y avait des arbitrages qui pouvaient se concevoir techniquement, mais que politiquement étaient assez lourds de sens. Je veux juste dire qu'on n'a pas attendu la notation qui a révélé, comme le disait Mohamed, parce que tous ces éléments-là ont été juste révélés. C'est un peu, j'allais dire, l'équivalent de ce qu'a été les révélations de Wikileaks sur la situation en Tunisie, qui avait conforté un certain nombre de gens qui avaient des doutes sur la véritable profondeur, j'allais dire, de la kleptocratie et de la déchéance d'un régime. C'est un peu en termes, j'allais dire, de révélateur. Mais tout était déjà un peu connu de nous tous. Donc, il fallait prendre à bras le corps ce problème dès le départ. Tout en sachant que, comme je le disais, au-delà de l'aspect technique, il y a des arbitrages politiques qui doivent le faire. Il n'est pas facile pour le gouvernement de venir aujourd'hui même devant l'opinion publique, justifier d'affecter des ressources additionnelles pour assainir les banques, alors qu'on a des problèmes de financement d'investissement productif par ailleurs. Oui, Vincent, vous attendez au moins cette dégradation de la note, s'il n'a pas été. Alors, je me prononce un peu là-dessus. J'avais commencé par dire effectivement que la note, on savait qu'il y avait des risques qu'elle soit dégradée puisqu'on avait un outlook négatif. J'avais commencé par dire que ce n'était pas une surprise. Mais moi, je ne vais pas parler du secteur bancaire, je vois qu'on tourne autour du secteur bancaire, je voudrais revenir juste sur cette idée. Moi, j'avais commencé sur cette idée des réformes et puis on a débattu, il y a eu un moment dans le débat, l'idée qui était peut-être pas c'était peut-être pas le temps pour les réformes. Alors que nous, on pense qu'au contraire, on a eu une première parenthèse enchantée. C'est-à-dire ce que j'appelle la parenthèse enchantée, ça a été de la Révolution jusqu'à la Constituante, à savoir où là, il n'y allait pas avoir de conséquences politiques pour ceux qui mettaient en place ces réformes. Et là, vous pouvez quasiment, c'était un immense terrain de jeu en termes de réformes. Et d'ailleurs, des réformes très importantes qui sont passées sur cette période-là. Il y a eu par exemple la loi des associations. C'est quelque chose de tout bête, mais c'est quelque chose d'hyper important, notamment pour Connect et puis pour toutes les associations, les 1000 associations qui ont vu le jour. Maintenant, c'est plus compliqué, mais c'est le modèle qui a été choisi. On ne peut pas le juger. Il y a eu un gouvernement qui a été formé suite à l'Assemblée constituante, et ça rend le jeu un peu plus compliqué d'un point de vue des réformes, puisqu'effectivement, maintenant, les politiques qui mettent en forme ces réformes peuvent payer les conséquences vis-à-vis de ces réformes d'un point de vue électoral dans un an. Ça, c'est pas à nous d'en juger. Par contre, c'est clair que quand j'écoute ce que disent les gens à table, c'est pas l'inaction, c'est justement s'il faut passer à l'action. Un, parce que cette action elle a été sanctionnée justement par cette agence de notation, cette inaction. Et puis deuxièmement, on parle par exemple de remettre le secteur privé au service de la croissance en Tunisie, en passant par les PPP. Mais le cadre des PPP, pour l'instant, il est déficient. Donc il faut à tout prix le mettre en œuvre tout de suite. Enfin, je veux dire, c'est des réformes, les acquisitions. C'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre. Le système est défaillant. Je pense qu'au contraire, la révolution a été un révélateur de déficience du cadre tunisien. C'est-à-dire que le cadre tunisien, c'est-à-dire que en fait,
Un pays doit, au moment où il grandit, un pays doit changer de cadre comme un homme change de vêtements au cours de sa croissance. Et donc, la révolution est un révélateur que le cadre, en tout cas, est devenu déficient pour la Tunisie. Et c'est justement, il faut profiter de cette grande parenthèse enchantée pour faire passer des réformes de fond qui vont permettre vraiment de relancer la croissance en Tunisie. Personne, à l'heure actuelle, par contre, ne pourrait critiquer le fait qu'on développe le cadre des PVP en Tunisie. C'est le moment de le faire passer. Pour tout ce qui est de la redevabilité, si par exemple, je sais que nous, à la base, on réfléchit sur la question de cette redevabilité. Comment est-ce qu'on le met en œuvre? Pour l'instant, notamment au niveau local. Par exemple, comment les citoyens pourraient juger la performance des services de l'État? Par exemple, est-ce que les services publics sont bien rendus dans les régions? Ça, il y a des cadres par derrière qui pourraient faire remonter l'information avec des plaintes qui pourraient être instruites par derrière. L'ombudsman, par exemple, l'ombudsman de la République, il existe. Est-ce qu'il est bien utilisé? J'en sais rien, je peux poser la question. Je crois même qu'il a disparu. Voilà. Ça fait partie de la redevabilité. Dans des questions aussi de délocalisation, on en parlait à un moment, délocalisation de la gestion du budget de l'État, pour essayer que les gouvernorats ou les collectivités locales puissent mettre en œuvre, exécuter une partie du budget pour créer des emplois localement directement très rapidement. Ça, c'est le cadre. C'est vraiment le cadre qu'il va falloir réformer. Et ça peut être fait très rapidement. La décentralisation. Ça peut être fait très rapidement pour accélérer le projet. Et personne, je dis à l'heure actuelle, personne ne critiquera sur cette réforme de base, personne ne le consultant. Et je pense que les observateurs internationaux, si on voit des mesures de ce genre prises, on se dira vraiment que le pays va dans le bon sens, que les mesures sont importantes. Alors maintenant, je vous pose une question qui va être c'est 30 mois de croissance, est-ce qu'on est florable? Non, on ne peut pas demander à la date. C'est ce cercle des économistes. Non, ça malheureusement, je ne suis pas une boule de cristal. Je m'aligne pour l'instant, effectivement, sur les prédictions du gouvernement. On en est à combien sur le mois de l'année? Il a on est à De ce que vous dites que c'est juste à faire, parce que je pense qu'on a fait le tiers, non? Du l'objectif 3,5. Je vais vous le dire, parce que d'extérieur, ce que nous savons, c'est qu'on réalise à peu près fin juin les 2 tiers du PIB, à peu près tout à fait. 2 tiers. Parce qu'il ne faut pas compter sur juillet et août, et le mois de Ramadan, il faut faire le reste. D'expérience, sur les 20 dernières années, un peu plus que les 2 tiers du PIB, on les réalise effectivement. Ça sera d'accompagner les campagnes. On va extraire finalement tout va qui manque et derrière avec juste vite fait. Juste pour rapport à ça. Je pense que personne n'écoute bien le secteur bancaire, il faut le réformer. Mais aller de là jusqu'à diaboliser le secteur et donc d'expliquer tout par disons, la dégradation, par la défaillance du secteur, donc je pense que ça devient comme présent. Mais juste un point qui me paraît important, je pense que le point qui a été évoqué par Arsenodine, il est déterminé. Tout est politique. Parce que le flot politique, il a miné le climat social, et le climat social, il a miné le climat des affaires. Pour des réformes dans le secteur bancaire, tel que le projet de fusion BNBH ou BNSTB, est-ce qu'on peut le faire dans ce climat social? C'est impossible. Donc, non, mais je parle des chantiers de réforme en général. Juste si rappelle, pour la question de la notation. Juste à la veille, je crois 2 semaines ou 1 semaine avant la notation, il y a 2 conseillers du président, ils ont attaqué le gouvernement. Mais en même temps, ils ont développé la thèse de non-remboursement de la dette. Est-ce que ce genre de message, est-ce qu'il est pris par les agences de notation en général ou non lorsqu'on a 2 conseillers de président? C'est mortel. C'est un message mortel. Bon, on peut dire qu'ils n'étaient pas crédibles. Non, mais c'était... Bon, au niveau de la question, est-ce que le gouvernement, est-ce que le gouvernement... Moi, je peux conseiller, 2 snipers, 2 chefs de l'État. Il y a un informatique
2017, mais aussi encore un expert en économie. Donc la question tout à l'heure, est-ce que le gouvernement pourrait faire mieux? Je dirais oui. Je pense qu'au début de la période. Non, c'est l'autre. C'est la part le deuxième fondateur, Chouk, qui a parlé de et le deuxième. Voilà, c'est bien depuis longtemps. Oui, ça fait pire. Ça fait longtemps, c'est pire, c'est leur point de vue. En tout cas, ça fait petit. D'être Dieu. Ils se sont alignés à Hamad Non, mais même Marzouk, il a parlé ça. Il a dit que moi, je me suis associé avec deux partis qui sont pour le remboursement. Je veux payer ces deux partis. Donc, s'il avait le choix. Donc, ce qui laisse en regard. Je termine par un point, c'est que le gouvernement aurait dès le départ donné des signaux rassurants. Par exemple, le jour même, il fixe la date des élections. Il aurait dû, au début du mois de décembre, il fixe la date, par exemple, pour le 30 octobre. Et un mois avant, il dit, voilà, on peut la repousser d'un mois ou pas. C'est-à-dire juste de gagner toute une période de visibilité, donc rassurante pour l'économie. C'est ça. Alors, je souhaite effectivement qu'en chance,